présidente à l'Institut d'études avancées de Paris pour cette année. Vous arrivez à la fin de votre séjour. Et une des raisons de notre discussion est un peu de réfléchir au travail que vous avez pu effectuer, aux raisons qui vous ont amené à Paris. Tout d'abord, je vous poserai la question de savoir pourquoi vous êtes-vous intéressé si particulièrement au manuscrit grec. Vous êtes à peu près la seule classiciste de cette promotion. Et comme archéologue classique que je suis, ça me fait un grand plaisir de vous poser cette question. Oui, tout d'abord, je m'intéressais, quand j'étais étudiante, à la langue grecque. Quand on fait la langue grecque, on fait un peu l'histoire, un peu la littérature, et ensuite il faut choisir. Et je suis à un cours de paléographie grecque, une traduction, et ça me plu énormément. Et aussi, je me suis aperçue qu'il y avait des problèmes à résoudre. Parce que normalement, on pense que tout a été découvert, tout a été traduit, interprété, on connaît tout, tandis que ce n'est pas le cas. Et cet aspect de découverte m'attirait fortement, mais aussi, vous comprenez qu'on pourrait faire un travail un peu détective, parce qu'il y aurait des choses qui pourraient mener à d'autres choses. Donc c'était le début de mon intérêt, qui ensuite m'a mené à Cambridge, où j'ai fait ma thèse sur le palimpseste grec. C'était au début des années 2000, et c'était tous les débuts de l'application de technologies digitales numériques aux études de manuscrits. Donc je m'intéressais tout de suite à cette application. Et ensuite, un projet a suivi un autre projet. Et voilà, je suis devenue spécialiste des manuscrits grecs. Et donc, vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre travail de façon un peu simple? Oui, de façon simple, les gens qui s'intéressent aux manuscrits peuvent être divisés en deux catégories. Il y a ceux qui s'intéressent aux manuscrits parce qu'ils s'intéressent à une auteur, à un groupe d'auteurs. Ils s'intéressent au texte. En premier lieu, ils vont éditer le texte, ils vont approfondir leur lecture, ils vont consulter la tradition manuscrite. Et il y en a d'autres qui s'intéressent aux manuscrits comme objet historique, culturel, qui s'intéressent à l'écriture, donc ce sont des paléographes, qui s'intéressent à la façon dont les manuscrits ont été fabriqués, donc le parchemin, les reliures, les encres, ce sont des codicologues. Et maintenant, on utilise une très jolie expression, l'archéologie du livre. Donc c'est un livre comme un objet archéologique qui pourrait nous enseigner beaucoup, aussi bien sûr sur la circulation des textes, mais aussi sur le milieu culturel, social, etc. Donc c'est ça, ma démarche s'inscrit dans ce deuxième groupe. Donc tous les gens cultivés en Occident, enfin tous ceux qui ont suivi un cursus humaniste, lisent des textes anciens, Platon, Aristote, Archimède ou d'autres. Et ils ont confiance dans ces textes, ils les lisent en traduction souvent, quelques-uns, moins nombreux, les lisent en grec. Qu'est-ce que professionnels comme vous, qui est au contact des plus anciens manuscrits qui nous proviennent de la tradition grecque, peut nous dire sur cette continuité? La plupart de vos manuscrits sont très loin d'être contemporains du 5e siècle avant Jésus-Christ, du 4e siècle, du 3e siècle. Pouvez-vous nous dire quelque chose sur la transmission et comment, en somme, le trésor intellectuel qui fait qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas aborder un simple aspect de notre vie culturelle sans retrouver des mots comme politique, comme citoyen et tant d'autres comme histoire qui viennent du grec, sont illuminés par ces auteurs? Oui, en effet, la question de la transmission est assez complexe et n'est pas encore résolue. On sait certaines choses pour certaines périodes, surtout pour le monde grec. Pour le monde latin, la continuité est beaucoup mieux établie. Pour le monde grec, il y a encore beaucoup de lacunes. Donc on sait que le livre circulait, que les manuscrits étaient écrits au début sur les rouleaux de papyrus. Ensuite, on commençait à utiliser le format du livre, codex. Ensuite, vous pouvez me rappeler quand on passe du papyrus au codex? Mais on dirait que du papyrus à codex, du papyrus au parchemin, c'est vers le 8e siècle. Du papyrus à codex, c'est beaucoup plus ancien, c'est peut-être 4e siècle. Je vous interromps encore. Il faut donc souligner pour le public que quand les grands hommes de l'Antiquité, qui s'appellent Aristote ou même Cicéron ou même Boès, pratiquement, avaient accès à des
bibliothèques, c'était des bibliothèques de papier. Oui. C'est ce changement de structure qui est une révolution à la fois technique et intellectuelle. Oui, c'est ça. Et donc ce changement de structure, de format et de matériel aussi apportait en quelque sorte une sélection parce qu'il fallait recopier les manuscrits et il y avait aussi un troisième changement de l'écriture. Aussi autour du 8e siècle, donc on écrivait en majuscule, en lettres capitales, on pourrait dire en langage contemporain, dans une écriture continue, sans séparation des mots, et ensuite on commençait par économie probablement du matériel, on commençait à écrire en minuscule, et donc avec une certaine séparation des mots, avec des abréviations, et plusieurs auteurs devaient être recopiés. Et donc dans le processus de ce recopiage, on choisissait certains morceaux et pas les autres. Et pour certains auteurs, on a des hypothèses assez pertinentes. Pourquoi cette tragédie était choisie, ou par exemple il formait part de curriculum d'école. Pour d'autres, on en sait beaucoup moins. Et certains auteurs ont été perdus dans le processus ou ont été restés seulement en papyrus. Mais comme, par exemple, le papyrus, les découvertes papyrologiques commençaient à dater du 19e siècle, certains auteurs ont été redécouvertes seulement au 19e siècle, comme Ménandre, par exemple. Il faut bien souligner que le papyrus peut être contemporain ou subcontemporain de l'écriture de l'œuvre, parce qu'ils étaient pratiqués à l'époque hellénistique, alors que les manuscrits ne le sont pas. Non, pas du tout. Donc ça, c'est une question qu'on me pose souvent quand je dis, bon, je travaille sur un manuscrit d'Archimède. Et on me dit, écrit par l'Archimède? Non, il n'était pas écrit par l'Archimède. Il y a des scientifiques qui disent que l'Archimède n'écrivait pas, il y en a d'autres qui disent qu'il écrivait sur le sable, donc ils écrivaient probablement sur le papyrus, sur les tablettes de cire, mais c'est quand même le manuscrit le plus ancien que nous avons, c'est le 10e siècle, et quand même entre le 10e siècle de notre ère et le temps de vie de l'Archimède, il y a beaucoup de siècles. Donc votre travail consiste à élucider ces manuscrits, à les transcrire, à les interpréter, à les traduire évidemment, mais vous avez choisi donc ce métier qui est assez déjà difficile, une tâche presque, une spécialité presque plus ardue, puisque vous vous intéressez au palimpseste. Oui, ça, effectivement, c'est par hasard ou par destin, parce que quand j'étais jeune étudiante et quand je pensais à faire ma thèse, on m'a proposé ce sujet. Ce sujet était proposé par un des plus grands paléographes contemporains, Dieter Haffinger. Et ensuite, je me commençais à intéresser à palimpseste. Et c'était aussi, comme j'ai déjà dit, au début de cette application de nouvelles technologies. Donc, ce qui est intéressant, qu'à l'époque, le sujet semblait complètement marginal. Expliquez-nous un peu ce qu'est un palimpseste. D'accord. Un palimpseste, c'est un manuscrit réécrit d'une façon physique. Donc, on prend un manuscrit qu'on ne veut pas utiliser, on le coupe en cahier, on le détache en cahier, on le coupe les feuilles, on les lave, on enlève l'écriture existante et on écrit une chose nouvelle. Voilà, et donc c'est un mot d'origine grecque, palimpsao, ça veut dire de gratter encore une fois. Et les palimpsestes, on savait qu'ils existaient depuis toujours. Il y avait une sorte de début de l'intérêt sérieux pour le palimpseste, c'est au milieu du 19e siècle, parce qu'on commençait à utiliser les produits chimiques. Et il y avait deux personnages très connus, c'est Angelo Mai, qui était le bibliothécaire de deux grandes bibliothèques, le Vatican et l'Ambrosian, qui ont beaucoup les palimpsestes, et Konstantin Tischendorf, qui avait un parcours différent, il était professeur des études de paléographie biblique à l'université Leipzig, et lui, il partait à la découverte de nouveaux manuscrits aux bibliothèques de l'Orient, ce que disait l'Orient. Grèce, Palestine, Égypte, et les deux commençaient à utiliser les produits chimiques pour lire les écritures. Ce qui est très intéressant parce qu'ils ont quand même découvert pas mal de choses, mais ce procédé détruit le manuscrit de façon permanente.
parce qu'il obscurcit tout, le texte inférieur, supérieur, le parchemin, on n'y lit rien. Et ensuite, donc c'était au milieu du XIXe siècle, et ensuite il y avait une petite renaissance tout au début du XXe siècle, parce qu'on a découvert que le palimpseste réagisse très bien aux rayons ultraviolets, à la lumière ultraviolette, et on a aussi découvert pas mal de choses, mais ensuite il y avait, ce sujet devenu marginal. Et avec l'arrivée de nouvelles technologies, on a eu une vraie renaissance. Comme je dis, quand j'ai commencé ma thèse, les gens disaient mais pourquoi le palimpseste, c'est pas très intéressant. Mais maintenant, pendant ces 10 ans, on a fait même des découvertes importantes. On utilise les technologies numériques assez pointues d'une façon très intéressante. Donc, c'est vraiment, même on peut dire, c'est un sujet qui est devenu un sujet à la mode. Dans notre cercle très restreint. Vous appliquez des technologies nouvelles qui vous permettent d'avoir des agrandissements extraordinaires, impensables auparavant au manuscrit, qui vous permettent des variations de lumière, des variations de concentration de pigments, ce qui fait qu'on arrive à avec beaucoup plus de facilité à interpréter les mots et à reconstituer les textes. Mais dans votre travail, vous avez fait, je crois, une grande découverte, on dit en général en grec, on a ce mot apax, une chose qu'on trouve qu'une fois, et on ne connaissait, je crois, qu'un seul dictionnaire, enfin une liste de mots grecs et hébraïques. Et vous avez découvert cela à Cambridge. Oui, c'est ça. Alors, vous pouvez raconter un peu comment ça s'est passé. Donc, quand je faisais ma thèse sur le palimpseste grec de Cambridge, je les examinais tous, et il y en avait un qui figurait sur une liste de palimpsestes chrétiens avec une écriture supérieure hébraïque. Et moi, j'ai regardé un peu, et c'était clair que l'écriture inférieure comportait 2 colonnes. Une colonne en grec, c'était absolument sûr, donc ça pourrait être chrétien, mais deuxième colonne n'était pas en grec, et je croyais que c'était hébraïque. Et donc, j'ai contacté 2 experts en écriture hébraïque, c'était Judith Schlanger et Nicolas Delange. Et on a travaillé ensemble sur ce manuscrit. Ce manuscrit n'est pas très important pour le monde grec, mais c'est très important pour l'histoire des Juifs au Moyen-Âge, parce qu'il était écrit autour de l'an 1000. Et à cette époque, il y avait quand même des Juifs qui parlaient le grec. Il y avait beaucoup, mais la question qui est intéressante, pourquoi il avait besoin d'écrire en grec? Et deuxième question, s'ils avaient besoin d'écrire en grec, où avait-il appris cette écriture grecque? Parce que bien sûr, il ne fréquentait pas des écoles byzantines, ça c'est clair. Et donc on n'a pas encore réponse à ces questions, mais ce manuscrit, cette découverte a changé la donne. Parce qu'avant, on connaissait un seul manuscrit de ce genre, on croyait que c'était un apax, que ce n'était pas très répandu, mais maintenant on a deuxième témoin, donc ça nous donne un tableau un peu différent. Des relations judéo-chrétiennes, la connaissance partagée du grec. Oui, plutôt la connaissance du grec parmi les Juifs du Moyen-Âge. Parce que l'écriture, c'est grec, mais ce n'est pas l'écriture grecque contemporaine au manuscrit. D'accord, donc c'est une tradition particulière. C'est une tradition particulière. Donc ça, c'est une de vos grandes découvertes, il ne l'a pas si souvent dans la vie d'un chercheur. Vous avez travaillé ensuite à une édition d'Archimède. Oui, ça c'est un grand projet qui est en train de finir. On prépare la publication finale ces jours-là, qui sera paru à Cambridge University Press au début de 2012. C'est un projet qui durait 10 ans. Au début, on croyait que ça va durer beaucoup moins, mais aussi c'est un projet au cours duquel on a découvert des choses que nous ne soupçonnions pas. Donc le palimpseste d'Archimède, c'est un palimpseste dont le texte inférieur contient de traités d'Archimède, et le texte supérieur, c'est un livre de prières. Le palimpseste était connu déjà au début du XXe siècle, et ensuite il a disparu pour toute la durée du XXe siècle. Il est réapparu, il était vendu aux enchères à la fin du XXe siècle, et ensuite le nouveau propriétaire
a décidé de le mettre en dépôt à Walters Art Museum en Baltimore, et le projet a démarré à ce plan-là. Et moi, j'étais contactée par le projet, effectivement, parce que j'étais à l'époque la seule personne capable de juger la pertinence des technologies numériques. Parce qu'on devait, sur le manuscrit même, on ne pouvait pas lire grand-chose. Donc, il fallait appliquer les technologies nouvelles. Il y avait plusieurs équipes de chercheurs, de scientifiques qui voulaient faire ce travail, mais il fallait quelqu'un qui savait dire que cette technologie peut aller, cette équipe peut travailler, et cette équipe va travailler. Donc, j'étais une des personnes qui, à l'époque, comprenait les aspects technologiques. Donc, j'ai commencé à travailler pour ce projet. On a choisi, je crois, la meilleure équipe. Ils ont fait un travail extraordinaire. Et ce qui était très bien, ils étaient très souples. Et c'était ça, peut-être, le critère principal. Ils ont appris à écouter les chercheurs en lettres, parce que quand même, on parle souvent de langage. Et ils ont adapté leur technologie à nos besoins. Et finalement, ça permet d'abord de déchiffrer le texte d'Archimède d'une façon beaucoup plus complète. Et deuxièmement, ça permet de faire deux découvertes étonnantes qu'on ne savait pas au début de projet. Et donc, d'un côté, ça fait de façon que le projet est devenu beaucoup plus long, mais d'autre côté, on a découvert des textes très intéressants. Et c'est des textes qui étaient inconnus dans le corpus d'Archimède avant que vous ne procédiez à cette édition. C'était même pas les textes d'Archimède, parce qu'on savait que les textes d'Archimède étaient là, ils étaient assez bien quand même examinés par Heiberg, qui était l'historien des mathématiques au début du XXe siècle. Mais on a découvert deux textes qui n'avaient rien à voir avec l'Archimède. Donc il y avait d'abord le texte d'Hypéride, un orateur contemporain de Démosthène. C'était ma propre découverte. Et pour l'Hypéride, ce qui est intéressant, avant de découverte, on croyait qu'il n'avait pas survécu à l'époque byzantine. Donc sa transmission a été arrêtée au moment hellénistique, à un certain moment à l'époque hellénistique, parce que tous les morceaux qu'on avait avant provenaient des papyrus. Tandis qu'on a découvert dans le palimpseste, c'est un texte copié au XIe siècle, donc beaucoup plus tardif, les papyrus, qui datent du IIe, IIIe siècle. On a découvert deux discours qui n'étaient pas connus avant. Et donc on a fait un projet pour déchiffrer ces deux discours. Il y avait des chercheurs de plusieurs pays, et ça, le projet était achevé. Et au moment que le projet était en marche, quelqu'un d'autre a lu sur une autre feuille de palimpseste les mots d'Aristote, qui évidemment ne pouvaient pas être un traité d'Archimède ni Hypéride. Et donc à ce moment-là, on a démarré le deuxième projet avec des philosophes anglais et français, et le projet est terminé il y a 6 mois. En effet, c'est un commentaire inédit sur les catégories d'Aristote qui peuvent être attribuées soit à Alexandre d'Aphrodisias, soit à Porphyre. Donc les philosophes ne savent pas, ils croient que ce n'est pas possible de dire, parce qu'on a 14 pages, il n'y a pas... C'est pas un corpus assez large oui, pour permettre une introduction. Oui, exactement. Mais quand même, c'est un commentaire inconnu qui soulève beaucoup de questions très intéressantes pour les philosophes, pour les philosophes qui s'intéressent à la tradition aristotelienne. Le type de recherche que vous menez, c'est une recherche humaniste qui vous amène à travailler en groupe et qui vous amène à travailler dans des pays différents. Oui, c'est ça. Une expérience de l'Allemagne, de l'Angleterre, du Japon. Oui, c'est ça. Et peut-être la dernière question serait, vous avez travaillé sur cette grande figure, vous en parliez tout à l'heure, qui est Constantin Tischendorf. C'est à la fois une approche, je crois, historiographique que la vôtre et une approche fonctionnelle liée au manuscrit. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Il y a deux aspects qui m'intéressent. D'abord, l'homme lui-même. C'était quelqu'un de très connu à son époque.
il a fait des voyages, 3 voyages aux bibliothèques lointaines de l'Orient. Il a apporté plusieurs manuscrits. Vous pouvez rappeler ces dates en gros? C'est donc, je crois, le voyage s'était fait aux années 40, 50. Au milieu du 19e siècle. Oui, 19e siècle. Au milieu du 19e siècle. Et il a apporté plusieurs manuscrits. Il a aussi travaillé sur plusieurs manuscrits, dont Palimpseste dans la bibliothèque de l'Europe occidentale. Il a découvert beaucoup de choses lui-même. Mais il s'intéressait surtout aux manuscrits bibliques. C'était ça, sa démarche de base. Il voulait trouver les manuscrits, les témoins les plus anciens du texte biblique. Et donc sa découverte du Codex Sinaiticus, qui est considéré un des plus beaux, plus importants manuscrits de la Bible. Mais il faisait aussi d'autres choses. Il s'intéressait aux manuscrits tout court, mais comme lui-même, il n'était pas très riche, il avait besoin soit de mécénat, soit des ventes de ses manuscrits pour survivre. Il avait aussi une grande famille. Et donc, il a trouvé une démarche très intéressante. Souvent, pas toujours, mais souvent, il prenait un manuscrit, le séparait en plusieurs parties, vendait aux bibliothèques différentes. Et aussi, il avait quelqu'un de très rusé, souvent il ne disait pas des origines de ses manuscrits. Donc, on ne peut pas porter ici, je ne veux pas porter ici un jugement des valeurs, parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui le faisaient à l'époque, on croyait que... Mais nous avons ça pour la céramique grecque et nous avons ça pour les statues grecques à la même époque, donc ça fait partie d'une approche générale de l'Antiquité, du rapport entre l'un et le multiple. Et Tischendorf, il avait une chaire à l'université de Leipzig. Ce qui est plus rare quand même. Oui, oui. Mais pour nous, ça veut dire que maintenant, ces manuscrits sont dispersés, et souvent dispersés de telle façon qu'une partie dans une bibliothèque, deuxième dans une deuxième bibliothèque, troisième dans une troisième bibliothèque. Et d'abord, donc la deuxième partie de ma recherche, c'est réunir ces morceaux et investiguer sa collection telle qu'elle était. Donc ça, c'est une approche aussi, disons, de l'histoire de bibliothèque. Ce qui vous fascine, c'est que vous avez là un des plus grands spécialistes de littérature grecque originale, de manuscrits de son époque et de littérature hébraïque, et que par ses mains sont passés énormément de manuscrits. Donc si vous avez arrivé à reconstituer son monde, c'est tout un espèce de corpus de la naissance de votre discipline que vous arrivez à mettre en valeur. Oui, c'est un aspect historiographique de paléographie grecque, mais il y a un deuxième aspect. Il allait souvent dans les monastères en Égypte, en Palestine, et apportait des manuscrits de cette région-là. Et sur cette région-là, on ne connaît encore pas grand-chose. L'évolution de l'écriture grecque en Orient, c'est une question tout à fait fascinante, parce qu'il y a quand même beaucoup de textes qui ont passé par cette région. L'évolution de l'écriture grecque dans cette région était un peu différente de ce qui se passait à Constantinople. Et donc, cette collection, quand on regarde les spécimens d'écriture, quand on regarde les textes, ça nous dit beaucoup sur la circulation des manuscrits, souvent au 7e, 8e, 9e, 10e, 11e siècle. Et aussi, c'est une période en général sur laquelle on ne connaît pas beaucoup de choses. Donc, cette collection a aussi une valeur intérieure, une valeur intrinsèque. Vous cherchez à reconstituer le réseau de ces communications, oui, les dépôts qu'il a pu faire, et de réintégrer ça dans une œuvre aussi complète que possible. Exactement. Donc c'est une démarche de troisième. Donc on voit les deux aspects de votre travail. Vous travaillez à la fois, je dirais, à la recomposition et l'élucidation d'œuvres mal connues qui sont transmises sous des formes très difficiles d'accès comme les palimpsestes. Vous réfléchissez de façon plus générale à la façon dont ces manuscrits, dans le cas d'un auteur comme celui qu'on vient de décrire, sont parvenus en Occident et dont la science du 19e siècle ou du 20e siècle les a envisagés. Et quels sont vos projets de recherche maintenant pour le futur? D'accord. D'abord, je dois finir ce que j'ai déjà commencé. Il y a le projet de palimpseste d'Archimède, qu'on finit. Il y a la petite collection de manuscrits grecs du Japon, de Stekeio, où j'étais l'année dernière,
qui me paraissait assez simple dès le début, mais quand j'ai commencé à mon investigation, on a trouvé des choses très intéressantes. Et c'est ça aussi qui me fascine dans ce domaine des manuscrits grecs, qu'on commence à faire une recherche et on ne sait pas exactement où on arrive, et souvent les choses se révèlent beaucoup plus intéressantes que ne le croyait pas. Dans cette petite collection, il y a 3 morceaux, dont 2 proviennent du monastère des Kozinica. Kozinica, c'est un ancien monastère grec près de Drama, qui était dispersé par les Bulgares, par les armées bulgares au début du XXe siècle, et dont les manuscrits se trouvent partout dans le monde. Et donc 2 manuscrits sont venus jusqu'au Japon. Mais en plus, ces manuscrits aussi étaient séparés, donc les 2 manuscrits, une partie au Japon, dans un cas, une deuxième partie à Paris, Bratislava, et le troisième cas, une deuxième partie, je crois, à Sofia. Donc il y a toujours cet aspect de reconstitution du patrimoine culturel. Donc ça, c'est un projet que je suis en train aussi de définir. Et un grand projet, c'est écrire cette monographie sur Tischendorf. C'est urgent, Tischendorf comme collectionneur, sa collection, la description des manuscrits, et aussi mettre cette figure dans son contexte. Et ce deuxième aspect, c'est en effet ici, en étant dans l'Institut des études avancées, j'ai pensé que quand même ce sera beaucoup plus intéressant pour le lecteur de voir Tischendorf dans les contextes des pratiques qui existaient. Et est-ce que Tischendorf était en contact avec, par exemple, des gens comme Karl Edith Hase, donc qui représente à ce moment-là la science allemande en France? Il y a à la tête d'une énorme immigration allemande à cette époque, parce qu'en Allemagne, il y a une surproduction de savants. Donc ils viennent en France, certains en Angleterre, d'autres vont en Italie. Donc il y a toute cette communauté de savants germaniques qui est très intéressante de voir fonctionner et qui donne une idée du rayonnement de ce qu'on appelle l'Altertumswissenschaft, qui ne sera rattrapé par les Anglais puis par les Français que dans la seconde moitié du XIXe siècle. Oui, c'est un aspect passionnant. C'est un aspect de relation interculturelle européenne qui recouvre les fondements de notre culture à travers les manuscrits. Exactement.